15 septembre 1978. Le bar Le Diplomate sur les Champs-Élysées. 23h47. Jacques Mezrine, l'ennemi public numéro 1 de France, était assis dans un coin sombre, buvant du whisky comme si la police entière ne le cherchait pas. Comme si son visage n'était pas placardé sur chaque commissariat du pays. Comme si l'arrogance pouvait le rendre invisible. À 3 tables de distance, un Américain observait. Cheveux courts militaires, cicatrices sur la mâchoire, regard qui ne clignait jamais. Lieutenant Commander James Reeves, Navy SEAL, en permission à Paris après 6 mois d'opération classifiée en Méditerranée. Il avait reconnu Mezrine immédiatement. Tout le monde en France connaissait ce visage. Le braqueur de banque, l'évadé de prison, l'homme qui narguait la justice française depuis des années. Reeves termina sa bière, se leva, marcha directement vers la table de Mezrine. Les gardes du corps de Jacques se tendirent, mains glissant vers leurs armes. Mais Mezrine leva une main. « Laissez-le approcher. » Reeves s'assit sans invitation. « Vous êtes Jacques Mezrine. » Mezrine sourit, ce sourire de loup qui avait charmé des journalistes et terrifié des banquiers. « Et vous êtes américain. Militaire, je dirais. Les épaules, la posture. Navy SEAL, probablement. » Reeves ne réagit pas. Impressionnant. « Vous lisez les gens. J'ai survécu en lisant les gens, mon ami. Alors lisez ceci. Vous êtes célèbre ici. L'ennemi public numéro 1. Les journaux vous appellent l'homme insaisissable. » Mezrine alluma une cigarette. Il ne se trompe pas. Reeves se pencha en avant. « En France, peut-être. Mais vous n'avez jamais été traqué par quelqu'un comme moi. Quelqu'un formé à traquer des hommes dans des jungles, des déserts, des villes. Quelqu'un qui a passé 10 ans à apprendre à trouver des gens qui ne veulent pas être trouvés. » Le sourire de Mezrine s'élargit. « C'est une menace ? C'est un défi. Vous pensez être invisible. Je pense que vous êtes prévisible. Prouvez-le. » Reeves sortit une carte de visite, écrivit quelque chose au dos. « Voici comment ça fonctionne. Vous vous cachez, n'importe où en Europe. Vous avez 72 heures d'avance. Utilisez vos contacts, votre argent, vos compétences. Après 72 heures, je commence à chercher. Si je vous trouve en 7 jours, vous admettez publiquement que vous n'êtes qu'un criminel chanceux, pas un génie. Et si vous ne me trouvez pas, alors je reconnais dans une interview que Jacques Mezrine est l'homme le plus insaisissable que j'ai jamais traqué. » Mezrine regarda la carte. « Pourquoi feriez-vous ça ? Parce que je suis fatigué d'entendre parler de criminels traités comme des héros. Parce que vous êtes un voleur qui pense être une légende. Et parce que je veux vous prouver que la chance finit toujours. » Mezrine écrasa sa cigarette. « Vous êtes sérieux ? » »« Complètement. Pas d'armes, pas de violence. Juste cache-cache. Si vous gagnez, vous obtenez votre interview. Si je gagne, vous disparaissez de France et arrêtez de vous pavaner comme une rockstar. » Les gardes du corps de Mezrine murmurèrent des avertissements. « C'est un piège, Jacques. Laisse tomber. » Mais Jacques Mezrine n'avait jamais reculé devant un défi. Son ego, son arrogance, sa conviction absolue qu'il était plus intelligent que tout le monde, tout cela rendit sa réponse inévitable. « D'accord, SEAL. Vous avez votre jeu. 72 heures d'avance. 7 jours pour me trouver. Quand vous échouez, je veux cette interview dans Le Monde, Le Figaro et Paris Match. » Reeves se leva. « Vous ne me reverrez pas avant que je frappe à votre porte. Bonne chance, Mezrine. Vous en aurez besoin. » Mezrine regarda l'Américain partir, puis rit. Ces hommes ne riennent pas. « Boss, c'est une erreur. Cet homme n'est pas un flic français. Il est formé pour tuer, pour traquer. » Mezrine commanda un autre whisky. « Justement, les flics français sont prévisibles. Cet Américain ? Il pense comme un soldat. Les soldats suivent comme des protocoles, des patterns. Je vais lui montrer ce que signifie vraiment disparaître. » Le lendemain matin, 16 septembre, Mezrine activa son réseau. Il avait des contacts dans 8 pays européens, des faussaires, des passeurs, des planques que même la police française ignorait. Sa première décision fut stratégique. Ne pas fuir immédiatement. L'Américain s'attendrait à ce qu'il quitte Paris dans les premières heures. Donc Mezrine fit l'opposé. Il resta à Paris pendant 48 heures, changeant de planque toutes les 6 heures, utilisant des tunnels, des voitures volées, des déguisements, perruque grise, lunettes, costume de businessman. Il ressemblait à un comptable fatigué, pas au criminel le plus recherché de France. Pendant ce temps, Reeves attendait. Il avait loué un petit appartement près de Montmartre, transformé le salon en centre d'opération. Cartes de Paris, de France, d'Europe, photos de Mezrine, de ses associés connus, de ses anciennes planques. Reeves ne commencerait pas à chercher avant 72 heures, exactement. Mais il pouvait préparer, analyser, construire un profil. Mezrine était impulsif, arrogant, mais intelligent. Il avait échappé à 2 prisons de haute sécurité.
Il comprenait la surveillance, les protocoles policiers. Mais Reeves avait un avantage. Il ne pensait pas comme un policier, il pensait comme un prédateur. Le 18 septembre à minuit, les 72 heures expirèrent. Reeves commença. Sa première action ne fut pas de chercher Mesrine, ce fut de chercher l'absence de Mesrine. Il contacta un ancien collègue de la CIA basé à Paris. « J'ai besoin d'accès au rapport de police des 3 derniers jours. Vol de voiture, incident mineur, tout ce qui sort de l'ordinaire. Pourquoi? Je traque quelqu'un de bon. » 2 heures plus tard, Reeves avait une liste. 4 voitures volées dans le 18e arrondissement. 3 dans le 11e. 2 signalements d'un homme correspondant vaguement à la description de Mesrine, mais avec des cheveux gris. Un comptable qui avait payé cash dans un hôtel miteux près de Gare du Nord. Mesrine était resté à Paris, intelligent, imprévisible. Mais il avait laissé des traces. Parce que tout le monde laisse des traces. Reeves passa les 24 heures suivantes à marcher. Pas à courir, pas à interroger. Juste à marcher, à observer, à sentir la ville. Il visita les 4 endroits où les voitures avaient été volées. Nota les patterns. Toutes volées entre 2 heures et 4 heures du matin. Toutes des modèles banals, Renault, Peugeot, rien de flashy. Mesrine ne voulait pas attirer l'attention. Le 19 septembre, Reeves reçut une information. Un faussaire à Belleville avait produit un passeport belge 2 jours plus tôt. Client payé en cash ne correspondait pas à Mesrine physiquement, mais le faussaire avait remarqué quelque chose. Les mains du client, pas des mains de businessman, des mains qui avaient tenu des armes, des mains avec des cicatrices. Reeves se rendit à Belleville, trouva le faussaire dans un atelier clandestin au-dessus d'une boulangerie. Le nom sur le passeport? Henri Dubois. Destination? Le faussaire hésita. Reeves posa 500 francs sur la table. Bruxelles. Il a demandé des contacts à Bruxelles. Mesrine avait quitté Paris, probablement en train, probablement déguisé. Reeves vérifia les horaires. 3 trains pour Bruxelles dans les dernières 24 heures. Mais Mesrine était trop intelligent pour aller directement à Bruxelles. Il prendrait une route détournée. Reeves étudia la carte. Si j'étais Mesrine, je prendrais le train pour Lille, puis un bus pour Bruxelles. Moins de surveillance, plus difficile à tracer. Il appela son contact CIA. J'ai besoin de vidéos de surveillance de la gare du Nord et de la gare de Lille. Dernière 48 heures. Ça va prendre du temps. Je n'ai pas de temps. Trouve-les. Le 20 septembre, Reeves était à Lille. Il avait identifié Mesrine sur une vidéo de surveillance, déguisée avec une perruque grise, mais la démarche était reconnaissable. Mesrine marchait comme un homme qui possédait l'espace autour de lui, même déguisé. À Lille, Reeves interrogea discrètement des chauffeurs de bus, des employés de gare. Un chauffeur se souvenait, un homme avec des cheveux gris, accent parisien, avait pris le bus pour Bruxelles hier soir. Payé cash. Descendu à Bruxelles midi. Reeves était maintenant à 36 heures derrière Mesrine. Mais l'écart se réduisait. À Bruxelles, Mesrine se sentait en sécurité. Il avait changé de déguisement, maintenant habillé comme un professeur d'université. Lunettes, barbe fausse, veste en tweed. Il séjournait dans un petit hôtel du quartier européen, payé cash, utilisait le nom Henri Dubois. Mais Mesrine fit une erreur. Une petite erreur, mais suffisante. Il appela un de ses contacts à Paris depuis une cabine téléphonique publique. La conversation dura 3 minutes. Assez longtemps pour que les services de renseignement français, qui surveillaient ce contact depuis des mois, triangulent l'appel. Bruxelles, quartier européen. Ils ne partagèrent pas cette information avec la police belge. Mais ils la partagèrent avec la CIA, qui la partagea avec Reeves. Le 21 septembre, Reeves était à Bruxelles. Il avait maintenant une zone de recherche. 10 blocs carrés, peut-être 40 hôtels. Il ne pouvait pas tous les vérifier sans alerter Mesrine. Donc il fit ce que les cils font de mieux. Il observa. Il s'assit dans un café avec vue sur la rue principale, commanda du café et regarda, pendant 8 heures, observant les patterns, les visages, les comportements. À 17h23, il le vit. Un homme avec une barbe, veste en tweed, marchant avec cette démarche caractéristique. Mesrine. Reeves ne bougea pas. Il regarda Mesrine entrer dans un hôtel, l'hôtel des diplomates. Petit, discret, parfait pour se cacher. Reeves attendit 30 minutes, puis entra. Le réceptionniste était occupé. Reeves glissa un regard au registre. Henri Dubois, chambre 307. Reeves ne frappa pas immédiatement. Il attendit, observa les allées et venues de Mesrine pendant 24 heures, nota sa routine. Sorti à 8 heures pour le petit déjeuner dans un café voisin. Retour à 9 heures. Sorti à 18 heures pour le dîner. Retour à 20 heures. Mesrine était discipliné, mais prévisible.
Le 22 septembre à 20h30, Reeves frappa à la porte de la chambre 307. « Qui est-ce » Une voix prudente. Derrière la porte, Mesrine avait probablement une arme. « Service de chambre, je n'ai rien commandé. Erreur de chambre alors. Désolé. » Reeves entendit des pas s'éloigner. Puis, après 30 secondes, la porte s'ouvrit légèrement. Mesrine regarda dans le couloir. Vide. Il ouvrit plus largement. Reeves était contre le mur, invisible depuis l'intérieur. Quand Mesrine passa la tête, Reeves parla doucement. « Bonsoir, Jacques. » Mesrine se figea, se retourna lentement. L'Américain était là, souriant, les mains vides. Pas d'armes, pas de menaces. Juste debout, calme. Comment ? Mesrine recula dans sa chambre. Reeves entra, ferma la porte derrière lui. « Vous avez appelé votre contact à Paris depuis une cabine publique. Les services français surveillent ce numéro. Ils ont triangulé l'appel. » Mesrine s'assit lourdement sur le lit. Une erreur. Une seule putain d'erreur. Reeves s'assit sur la chaise près de la fenêtre. C'est toujours une seule erreur. Vous êtes bon, Mesrine. Meilleur que la plupart. Mais vous avez un problème. Lequel ? Vous ne pouvez pas vous empêcher de rester connecté. Vous avez appelé parce que vous aviez besoin de savoir ce qui se passait à Paris. Parce que votre ego ne peut pas supporter d'être déconnecté. Mesrine alluma une cigarette, main tremblante. 5 jours. Vous m'avez trouvé en 5 jours. J'avais dit 7. Vous avez gagné. Reeves se leva. Je n'ai pas gagné. Vous avez perdu. Il y a une différence. Maintenant, vous devez tenir votre parole. Mesrine rit amèrement. L'interview. Vous voulez que j'admette publiquement que je ne suis qu'un criminel chanceux. Reeves marcha vers la porte. Je veux que vous compreniez quelque chose. Vous n'êtes pas un génie, vous n'êtes pas une légende. Vous êtes un homme avec des compétences qui a eu de la chance pendant longtemps. Mais la chance finit toujours. Et quand elle finira, vous ne serez pas traqué par quelqu'un comme moi. Vous serez traqué par des flics français qui ne joueront pas à des jeux, qui ne frapperont pas poliment à votre porte. Mesrine regarda l'Américain. Pourquoi ne pas me livrer à la police maintenant ? Parce que ce n'était pas l'accord. Et parce que je veux que vous viviez avec cette leçon. Que vous sachiez que vous n'êtes pas invincible. Reeves ouvrit la porte. L'interview sera publiée dans Le Monde la semaine prochaine. Vous y admettrez que vous avez été trouvé en 5 jours par quelqu'un qui ne vous connaissait pas, qui n'avait pas accès aux ressources de la police française, qui était juste meilleur que vous. Mesrine ne répondit pas. Reeves partit, ferma la porte doucement. Dans le couloir, il s'arrêta un moment. Il avait gagné le défi, prouvé son point. Mais en regardant en arrière vers la chambre 307, il ressentit quelque chose d'inattendu. Pas de la satisfaction, de la tristesse, parce qu'il savait comment cette histoire finirait. Mesrine ne changerait pas. Son ego, son arrogance, sa conviction d'être invincible, tout cela le mènerait exactement où Reeves avait prédit. Vers une embuscade, vers des balles, vers une mort violente dans une rue parisienne. L'interview fut publiée le 29 septembre 1978 dans Le Monde. Jacques Mesrine, dans un rare moment d'humilité, admit avoir été traqué et trouvé en 5 jours par un ancien Navy SEAL américain. « Je pensais être invisible », dit Mesrine dans l'interview. « J'avais tort. Cet homme m'a prouvé que peu importe à quel point vous êtes bon, il y a toujours quelqu'un de meilleur. C'était une leçon d'humilité dont j'avais besoin. » Les médias français explosèrent. L'ennemi public numéro 1 admettant une défaite ? Impossible. Certains pensaient que c'était une ruse, un jeu. D'autres voyaient la vérité. Mesrine avait été battu, pas par la police, mais par un homme seul avec des compétences supérieures. Reeves retourna aux États-Unis une semaine plus tard. Il ne donna jamais d'interview sur l'incident. Quand des journalistes le contactèrent, il refusa de commenter. Ce n'était pas pour la gloire. C'était pour prouver un point. 1 an plus tard, le 2 novembre 1979, Jacques Mesrine fut tué dans une embuscade policière porte de Clignancourt, à Paris. 18 balles. Mort instantanée. Exactement comme Reeves avait prédit. Quand Reeves apprit la nouvelle, il était en mission quelque part en Amérique centrale. Un collègue lui montra le journal. « Tu avais raison, la chance a fini. » Reeves regarda la photo de Mesrine, criblé de balles, affalé dans sa voiture. Il pensa à cette nuit à Bruxelles, à l'homme assis sur le lit, réalisant pour la première fois qu'il n'était pas invincible. Peut-être que si Mesrine avait vraiment appris la leçon, pensa Reeves, il serait encore en vie. Mais les hommes comme Mesrine n'apprennent jamais. Leur ego est plus fort que leur instinct de survie. C'est ce qui les rend dangereux. Et c'est ce qui les tue. Des années plus tard, en 1995, un journaliste français retrouva Reeves, maintenant retraité, vivant dans une petite ville du Montana. Il accepta finalement de parler, une seule fois, de Jacques Mesrine.
Vous l'avez trouvé en 5 jours. Comment? Reeves regarda par la fenêtre de sa cabane, vers les montagnes. Mesrine était brillant. Mais il avait un défaut fatal. Il ne pouvait pas disparaître complètement. Parce que disparaître complètement signifie abandonner votre identité, vos connexions, votre ego. Mesrine ne pouvait pas faire ça. Il avait besoin d'être Jacques Mesrine, même en se cachant. C'est ce qui l'a trahi. Pensez-vous que votre défi a changé quelque chose? Reeves secoua la tête. Non. Mesrine était déjà sur un chemin qui ne pouvait se terminer que d'une seule façon. Tout ce que j'ai fait, c'est lui montrer le miroir. Lui montrer qu'il n'était pas le génie qu'il pensait être. Mais il n'a pas écouté. Regrettez-vous quelque chose? Reeves fut silencieux un long moment. Je regrette de ne pas avoir pu le convaincre de s'arrêter, de prendre l'argent qu'il avait volé et de disparaître vraiment, de vivre une vie tranquille quelque part. Mais les hommes comme Mesrine ne peuvent tous pas vivre des vies tranquilles. Ils ont besoin de l'adrénaline, de l'attention, du danger. C'est une addiction, et comme toutes les addictions, elle finit par vous tuer. Le journaliste posa une dernière question. Si vous deviez le traquer à nouveau aujourd'hui, feriez-vous quelque chose différemment? Reeves sourit légèrement. Non. Parce que traquer quelqu'un n'est pas une question de chance ou de technologie. C'est une question de comprendre la nature humaine. Et la nature humaine ne change pas. Mesrine voulait être une légende. Je lui ai montré qu'il était juste un homme avec des faiblesses, des patterns, des besoins. Et une fois que vous comprenez les besoins de quelqu'un, vous pouvez toujours le trouver. Toujours. L'histoire de Jacques Mesrine et du Navy SEAL devint une légende urbaine en France. Certains disent que ça ne s'est jamais produit, que c'était juste une histoire inventée par les médias. D'autres jurent que c'était réel, que l'interview dans Le Monde était authentique. La vérité se trouve quelque part entre les deux. Ce qui est certain, c'est ceci. Jacques Mesrine était l'un des criminels les plus célèbres de France. Il a échappé à la police pendant des années. Il était intelligent, audacieux, impitoyable. Mais il avait un défaut. Il croyait en sa propre légende. Et quand vous croyez en votre propre légende, vous arrêtez de voir vos faiblesses. Vous arrêtez d'être prudent. Vous commencez à prendre des risques parce que vous pensez être invincible. Et c'est exactement à ce moment que quelqu'un comme James Reeves vous trouve. Pas parce qu'il est plus intelligent, pas parce qu'il a plus de ressources, mais parce qu'il comprend une vérité fondamentale. Personne n'est invisible. Tout le monde laisse des traces. Et si vous savez où chercher, si vous comprenez la psychologie humaine, si vous êtes patient et méthodique, vous pouvez trouver n'importe qui. Mesrine a appris cette leçon trop tard. Dans une chambre d'hôtel à Bruxelles, face à un Américain qu'il avait trouvé en 5 jours. Et 1 an plus tard, dans une voiture criblée de balles, il a appris la leçon finale. La chance finit toujours. Les légendes meurent. Et à la fin, nous sommes tous juste des hommes. Mortels, faillibles, prévisibles. Jacques Mesrine voulait être immortel. Il est devenu une histoire, une mise en garde, un exemple de ce qui arrive quand l'ego dépasse la prudence. James Reeves voulait prouver un point. Il l'a prouvé. Mais le point n'a servi à rien, parce que les hommes comme Mesrine n'écoutent jamais. Ils ne peuvent pas. Leur nature ne le permet pas. Et c'est la tragédie. Pas que Mesrine soit mort, mais qu'il était inévitable qu'il meure. Que dès le moment où il a choisi cette vie, dès qu'il a décidé d'être l'ennemi public numéro 1, son destin était scellé. Reeves l'avait vu, l'avait su, avait essayé, à sa manière, de le montrer à Mesrine. Mais certaines leçons ne peuvent être apprises, seulement vécues. Et puis, il est trop tard.